Bonjour à tous. L'histoire de Jenny June, publiée en 1918 sous le titre The Autobiography of an Androgyne, nous plonge dans la vie d'une personne qui, à une époque marquée par des normes rigides, a cherché à exprimer son identité avec une grande sincérité. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas d'aborder les questions de genre, mais uniquement de parler de Jenny June. Aujourd'hui, les revendications légitimes pour l'égalité semblent malheureusement avoir franchi une ligne problématique. Ce qui était autrefois une lutte pour les droits fondamentaux a évolué vers une dangereuse idéologie où des enfants, parfois très jeunes, peuvent entamer une transition de genre. Aussi, on en vient tellement à briser les codes que certaines communautés ne parlent pas non pas de 3 genres, mais de plus de 70 genres reconnus. Il est désormais clair qu'en voulant déconstruire les normes, certains militants ont fortement mis le boxon dans la recherche d'identité sexuelle. Mais revenons à Jenny June qui nous intéresse ici. Pour parler de l'auteur, j'emploierai « il », tout simplement parce que celui-ci a toujours employé la formule masculine pour parler de lui, bien qu'il se considérait comme une femme, je cite, « ensevelie dans le corps d'un homme ». Jenny June nous a laissé un témoignage très intime sur sa vie et ses mémoires sont une source précieuse pour tous ceux qui s'intéressent aux multiples facettes de l'identité humaine. Toutefois, je ne conseille pas sa biographie à tous, car les termes employés y sont crus, voire carrément gênants. Pour être fair-play envers l'auteur, je dirais que celui-ci s'est montré totalement sans phare, mais tel était aussi son objectif, car il a décrit sa vie intime comme s'il s'agissait d'un cas clinique, rajoutant parfois de manière un peu comique des phrases latines pour souligner le caractère quasi médical de ce qu'il a fait durant ce qu'il appelle sa carrière de fée. Pour information, fée ou fairy est un terme utilisé pour désigner des hommes efféminés ou des personnes assignées hommes à la naissance qui adoptaient des comportements féminins. Aussi, pour comprendre son histoire, il est essentiel de replacer celle-ci dans son contexte. Jenny June a vécu à la fin de l'époque victorienne, qui était une période marquée par un puritanisme rigide et une séparation stricte des rôles genrés. L'expression de l'ambiguïté ou du non-conformisme en matière de genre y était non seulement tabou, mais également fortement réprimée, aussi bien socialement que juridiquement. Vous vous doutez bien qu'à l'époque victorienne, l'identité de genre n'était pas une revendication idéologique comme elle l'est aujourd'hui, mais une réalité vécue dans la clandestinité. Toute transgression des codes établis pouvait alors entraîner ostracisme, internement psychiatrique ou poursuite judiciaire. Ce fut le cas notamment pour Oscar Wilde, mais je parlerai de cet auteur que j'apprécie beaucoup à la fin de la vidéo. Maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans l'histoire de Jenny June. Il est né à la fin du 19e siècle et a été l'une des premières personnes transgenres à publier une autobiographie aux États-Unis. Bien qu'ayant toujours exprimé le désir d'être une femme, il a constamment utilisé les pronoms « il », « lui » en référence à lui-même dans ses propres écrits. En tout, il écrira 3 autobiographies. En 2010, le Dr Randall Sell, professeur à l'université de Drexel à Philadelphie, a été intrigué par les 2 premiers volumes de la trilogie autobiographique de Jenny June. Après des années, il découvrira le 3e manuscrit partiel dans les archives de la Bibliothèque nationale de médecine. Intitulé « L'énigme des enfers », ce 3e volume écrit en 1921 devait se concentrer sur les communautés d'invertis dans le monde entier. À son époque, le terme inverti était un terme médical et social utilisé pour désigner une personne dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspondait pas aux normes de l'époque. Dans son 3e et dernier livre, June y défendait une fois de plus les non-conformistes de genre, insistant sur le fait que les personnes comme lui étaient simplement nées d'une nature différente, mais néanmoins naturelle. À ce jour encore, on ne connaît pas l'identité exacte de Jenny June, qui utilisait plusieurs pseudonymes, Ralph Werther et Earl Lind. On ne connaît donc pas ses dates de naissance et de mort. Quoi qu'il en soit, c'est en 1918 que Jenny June, alias Ralph Werther et Earl Lind, publie sa première autobiographie, l'autobiographie d'un androgyne. Le but de ce livre, vous l'aurez compris, était d'amener les lecteurs vers une plus grande ouverture d'esprit envers les jeunes adultes qui ne se conforment pas aux normes de genre. Il cherchait également à empêcher les jeunes de se suicider et il créera bien plus tard une organisation pour les droits des androgynes. Dans son 3e livre, il écrira ce plaidoyer en majuscules. Je supplie tous les adultes, en particulier les responsables de l'école, d'être extraordinairement charitables et compatissants envers les filles et les autres personnes sexuellement anormales de naissance qui peuvent sembler avoir perdu la raison.
Gardez-vous de faire quoi que ce soit qui pourrait conduire les disgraciés au suicide, ce qui est assez courant chez ces beaux enfants de la nature. Il se considérait comme, je cite, un averti passif et mettait un point d'honneur à expliquer qu'il n'était pas un homme attiré par les hommes, mais une femme dans le corps d'un homme attiré par les hommes. Pour Jenny June, les hommes appartenaient au sexe opposé. Aussi, l'idée populaire à l'époque était qu'un homme attiré par les hommes devait être en partie une femme, dans le cerveau et même dans le corps. Quand il était petit, et je reviendrai plus tard là-dessus, de l'âge de 3 ans à 7 ans, June s'attendait à ce qu'il ne porte plus que des robes. Plus tard, comme il était forcé de porter des pantalons, il empruntait parfois les vêtements de ses sœurs. Il priait souvent Dieu d'être transformé en fille. Il pensera même que son vœu se réalisait quand il commencera à avoir une croissance mammaire au milieu de son adolescence, mais il sera fortement déçu que ses organes génitaux masculins soient restés les mêmes. À 14 ans, il priera même 1 à 2 heures par jour pour ne plus souhaiter être une fille et pour ne plus désirer d'homme. À l'âge de 18 ans, June était devenu si déprimé qu'il a cherché de l'aide médicale. Mais les 2 professeurs de médecine new-yorkais qu'il consultera considéraient l'inversion comme un défaut et essayeront pendant des mois de le guérir. Malheureusement pour eux, leurs traitements n'eurent aucun effet. Toutefois, le 3e docteur de June, un aliéniste, c'est ainsi qu'on désignait autrefois les psychiatres, comprenait mieux l'inversion. Il dira même à June qu'être androgyne était naturel et qu'il ne devait pas voir cela comme une dépravation. Cette dernière affirmation sera pour June d'un grand secours et il conclura que Dieu l'avait prédestiné à être ainsi. Aussi, très souvent, il se confiait à Dieu car il avait reçu une éducation religieuse et toute sa vie, il s'était senti proche de Dieu. À l'âge de 28 ans, il subira une ablation des testicules. Il s'attendait à ce que cette opération diminue ses désirs et élimine également certaines caractéristiques masculines qu'il n'aimait pas, comme la pilosité faciale. Aussi, pour information, à cette époque, la castration était l'un des traitements couramment recommandés pour guérir les hommes de l'inversion. Dans la préface de son autobiographie, June explique qu'elle est tirée de son journal intime. Son livre sera publié par un journal médico-légal. Ce choix d'éditeur s'explique en grande partie par le contexte de l'époque. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les identités de genre et les orientations sexuelles non normatives étaient souvent considérées sous l'angle médical, juridique et pathologique. Ainsi, Jenny June présente son autobiographie comme un témoignage destiné aux médecins, espérant ainsi susciter plus de compréhension et de tolérance à l'égard des personnes androgynes. Dans le discours médical de la fin du 19e siècle, un androgyne désignait une personne présentant des caractéristiques ou comportements jugés comme appartenant aux 2 sexes, sans forcément impliquer une ambiguïté biologique des organes génitaux. Jenny June utilise ce terme pour se désigner comme une personne née de sexe masculin mais ayant une identité féminine. Il parle de son androgynie comme une condition innée et naturelle, à plus forte raison qu'il est né avec un timbre de voix féminin et une poitrine féminine. D'ailleurs, Alfred Herzog, médecin et éditeur de l'autobiographie de Jenny June, s'exprime dans l'introduction de son livre, disant qu'il avait accepté de publier le témoignage de Jenny June dans le but d'obtenir plus de compassion pour les androgynes, affirmant que chez ces derniers, l'homosexualité n'était pas un vice acquis, mais simplement congénital. En gros, l'auteur était né ainsi, et son homosexualité ne devait dans ce cas pas être condamnée. Le docteur Herzog expliquera également que pour l'auteur, tous les hommes appartenaient au sexe opposé et qu'il était grand temps de préciser ces nuances et de changer les lois existantes. Il parlera aussi de l'auteur, disant qu'il avait la 50aine mais qu'il paraissait considérablement plus jeune, décrivant ses manières généralement timides et qu'il rougissait facilement. Le docteur Herzog raconte qu'en vue d'éditer son autobiographie, il l'avait rencontré une 20aine de fois. Il décrivait son langage comme toujours choisi avec soin et d'une grande finesse. Il soulignait aussi que ses manières étaient toujours très courtoises et décrivait sa voix comme plutôt rauque et possédant un timbre féminin. Alfred Herzog admettra toutefois dans la préface qu'il n'avait pas aimé lire l'autobiographie de Jenny June. Cela l'avait profondément dégoûté, disant qu'il n'avait ni apprécié le style d'écriture, ni la manière qu'avait l'auteur de développer des détails sans importance, tout en ignorant des questions essentielles. Du reste, il avait clairement exprimé son avis à Jenny June, et ce dernier en avait été profondément blessé.
Il comprit alors combien cette autobiographie avait été la joie de son auteur, et le docteur Herzog prendra donc le parti de ne pas toucher au texte, car en lisant le livre dans lequel l'auteur y avait inscrit sa propre âme, révélant toutes les souffrances qu'il avait endurées, le lecteur serait sensibilisé au mépris et à l'exploitation dont il avait été la cible. Le docteur Herzog conclura ainsi la préface par ces mots « Ceux qui sont comme lui ne méritent pas d'être punis ». Prenant donc la plume, Jenny June raconte qu'il a commencé à tenir un journal dès l'âge de 14 ans et qu'il en avait maintenant 45. Cela faisait 18 ans qu'il avait cherché un éditeur. Au début de son ouvrage, il revient sur le terme d'hermaphrodite, figure à laquelle il s'identifie, soulignant que selon la signification grecque originale, ce terme désignait non pas un individu possédant à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles, mais uniquement ceux du mâle, et que sa forme corporelle était celle d'une femme. L'hermaphrodite était donc, selon les Grecs, une femme dotée d'organes génitaux masculins. Il parle ensuite de la statue classique hermaphrodite à laquelle il s'identifie, comme je vous l'ai dit. Il s'agit d'une sculpture dont l'original est attribué au sculpteur grec Polyclès. Toutefois, la version la plus connue de l'hermaphrodite est une statue romaine en marbre sculptée au XVIIe siècle par Gian Lorenzo Bernini. La statue d'hermaphrodite endormie représente un être androgyne combinant à la fois des traits masculins et féminins. De dos, la sculpture semble représenter une femme nue, allongée, avec des formes gracieuses et des courbes féminines. Cependant, en la contournant, on découvre des attributs masculins, révélant ainsi la nature hermaphrodite du personnage. June dira également que le mot androgyne est entré en usage à son époque pour désigner ce que le terme d'hermaphrodite désignait autrefois, à savoir un individu doté d'organes génitaux masculins, mais dont la structure physique, la constitution psychique, se rapprochait du type féminin. Il affirmera que tout jeune déjà, ses camarades de classe disaient qu'il était une belle fille et que ses mollets étaient aussi galbés que ceux d'une fille. Plus tard, ses camarades d'université lui diront également combien il ressemblait à une femme par sa silhouette et ses manières. Il dira aussi que sa voix avait un timbre féminin et qu'elle passait involontairement du grave à l'aigu. Du reste, il aimait beaucoup chanter. À vrai dire, au début de son livre, il passe en revue de manière très complaisante toutes ses qualités féminines. Sa poitrine, ses mains, la douceur de sa peau, la cambrure de son dos, la finesse de ses cheveux, l'inclinaison de ses épaules. Il mentionne également son large bassin, l'absence d'os et de veines proéminents, ses traits fins et la proportion parfaite de son nez et de ses lèvres, mais aussi de ses oreilles. À le lire, on s'aperçoit combien l'auteur est lui-même imprégné de stéréotypes. On est là en pleine physiognomonie. La physiognomonie désigne une pseudo-science de l'époque qui prétendait déterminer le caractère ou les tendances d'une personne en analysant ses traits et la forme de son corps. Aussi, Jenny June affirmera aussi qu'on disait de lui qu'il ne raisonnait pas comme un homme, c'est-à-dire logiquement. Oups! Et aussi qu'il était d'un caractère difficile et enclin à l'irritabilité. On disait de moi, dira-t-il, que je lançais une balle, enfonçais un clou comme une fille, ou encore j'ai toujours eu cet instinct féminin qui me pousse à crier à la moindre provocation. Il dira aussi qu'il était également de stature inférieure à la moyenne masculine et exceptionnellement léger. Quand il avait 25 ans, il ne pesait que 50 kg et mesurait 1,65 m. Il décrira également sa nature comme enfantine, disant que le terme grand enfant lui avait été affectueusement appliqué par ses collègues, et ce jusqu'à la quarantaine. Il se comparait même à un bébé. Il dira « De plus, toute ma vie, jusqu'à la trentaine, mes camarades de classe et d'affaires, résolument virils, m'ont traité de bébé. À certains égards, je n'ai jamais cessé d'être mentalement un bébé. J'ai beaucoup pleuré et sangloté toute ma vie. Jusqu'à la trentaine, j'aspirais à être appelé bébé par des hommes résolument virils et à être traité comme un bébé. » Tous disaient de lui qu'il ne faisait pas son âge et il se considérait lui-même comme le garçon qui n'a jamais grandi. Quand on lit son portrait, c'est assez dérangeant parce qu'il est extrêmement complaisant envers lui-même, mais en même temps il ne cache rien, il dit tout. Ainsi, il avouera qu'il se considérait comme plutôt vaniteux et manquant de confiance en lui, sauf comme il dira lorsque je suivais mon instinct de fée. Il dira aussi, avec cette fois une très haute estime de lui-même, « Je suis pratiquement dénué de tout intérêt pour le sport. Au lieu de cet intérêt, je suis un esthète. Ma maison est une galerie d'art, avec plus d'objets d'art au mètre cube que n'importe où ailleurs, à ma connaissance, en dehors d'une galerie ou d'un magasin. Peu de gens sont mieux dotés que moi pour apprécier la beauté de l'art et de la nature. »
Il dira également qu'en plus de s'intéresser à de nombreux domaines comme la psychologie, la sociologie, l'économie, l'histoire, les langues et la philosophie, il s'intéressait tout particulièrement à la théologie. Aussi dans sa biographie, il explique également qu'il se réfère surtout à lui sous le pseudonyme de Ralph Werther, car il ne voulait pas que son nom de famille soit disgracié. Ralph, comme Raphaël, car le prénom était harmonieux, et Werther pour se référer au héros passionné et sensible de Goethe dans son roman Les souffrances du jeune Werther. Pour information, Werther traversera de nombreuses tristesses sentimentales et finira par se suicider. Il raconte aussi pourquoi il avait choisi comme nom de fée Jenny June. Il avait toujours aimé le prénom Jenny, le trouvant très féminin, et June parce que les deux s'associaient bien. L'auteur dira aussi que durant ses premières années au collège, il avait, comme le jeune Werther, souvent pensé au suicide. Du reste, l'un de ses amis, qui se sentait lui aussi fille, s'était suicidé à l'âge de seulement 12 ans en avalant du raticide. Jamais, de son côté, il n'avait osé parler à ses parents du mal-être qu'il éprouvait. Il était le 4e enfant des 7 enfants qu'avaient eu son père et sa mère, et il passera ses 16 premières années dans une ville située à environ 80 km de New York. Ses parents étaient des personnes respectées et religieuses qui venaient de familles pieuses de marchands et de fermiers. Il était un enfant fragile et très jeune déjà, il souffrait, disait-il, de mélancolie et d'idées noires. Il racontera même avoir pris l'habitude de se taper la tête sur le sol en exprimant le souhait d'être mort. Profondément religieux, il souhaitait jusqu'à ses 19 ans consacrer sa vie à la mission étrangère et à la prédication de l'Évangile. Mais il finira par abandonner son souhait qui n'était pas en accord avec sa nature profonde. À l'âge de 6 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses parents l'habilleront avec une culasse, alors qu'il voulait toujours porter des robes, car à l'époque, il était courant que les garçons portent des robes jusqu'à l'âge de 4 à 6 ans. L'étape du port de la culasse, qui était une culotte courte ou mi-longue, était une étape importante dans la croissance et la sociabilisation des garçons. Mais Jenny June avait profondément honte d'être ainsi accoutré, et il se cachait derrière les arbres pour qu'on ne le voie pas habillé de la sorte. Aussi, jusqu'à la trentaine, il choisira de porter des vêtements colorés plutôt que des vêtements ternes et sera constamment raillé par sa famille pour cela. Entre ses 7 et 12 ans, il avait même pris l'habitude de porter les robes de ses sœurs. Par ailleurs, il ne se sentait bien qu'en la compagnie de filles avec lesquelles il jouait et demandait aussi à ses proches camarades de l'appeler Jenny. Il préférait aussi jouer aux poupées et passait beaucoup de temps à chanter. Il apprendra même le crochet et la couture. Sa mère lui disait affectueusement qu'il était la meilleure de ses filles. Quand il dut fréquenter dès l'âge de 9 ans une école de garçons, il sera particulièrement malheureux. Il évitera autant que possible les toilettes, ne se mêlant pas à ses camarades et préférant étudier. Il obtiendra ainsi d'excellents résultats scolaires. Jusqu'à ses 17 ans, il était très seul et prendra peu à peu conscience qu'il était constitué différemment de presque tous les autres hommes. Il n'aimait pas voir des poils pousser sur sa joue et son menton et se rasait de près, se poudrant parfois les joues. Profondément malheureux, il admettra qu'environ une fois par semaine, il se rendait la nuit dans un cimetière abandonné, se jetant sur les tombes couvertes d'herbe afin de pleurer tout son saoul, suppliant, dira-t-il, mon Créateur, par un miracle, de me débarrasser de mon instinct pervers et de faire de moi un homme viril. Ces périodes d'angoisse m'épuisaient mentalement et physiquement pendant 24 heures. Ce fut le début de 3 années de mélancolie, comme peu sont appelés à en traverser, et je songeais au suicide à plusieurs reprises. En 1891, il intégrera l'université de New York. Impressionné par cette grande ville, il se rendra compte qu'il était possible d'y vivre incognito et donc de mener une double vie. Durant ce temps, sa famille continuait de le moquer pour ses manières féminines. Il était profondément malheureux de son attirance pour les hommes et regrettait sa nature sentimentale et amoureuse qui allait à l'encontre de son vœu le plus cher de devenir un homme d'église. Toutefois, il se disait malgré tout que si Dieu l'avait fait ainsi, il ne devait pas avoir honte de sa nature. En vérité, il oscillait constamment entre le vœu d'un côté d'annihiler en lui tous ses penchants et de rester enfermé dans sa chambre à prier et étudier les Écritures, et de l'autre, le vœu de vivre sa vie à laquelle il était destiné et d'assumer pleinement ses penchants. Pris de mélancolie, il quittait souvent sa chambre d'étudiant pour hurler la nuit dans un parc. Il alternait ainsi entre des périodes de piété et d'isolement et d'autres périodes où il cherchait des hommes la nuit dans des bars malfamés de New York. Constamment déprimé, il avait le sentiment d'être au bord de la folie.
Durant ses études, il avait aussi lu des articles à propos des eunuques en Inde. L'article parlait de ces eunuques qui possédaient des corps d'hommes, mais portaient des vêtements de femmes et laissaient pousser leurs cheveux et se rasaient la barbe. Pour information, à la fin du 19e siècle, les eunuques étaient associés à la communauté des hijras. Les hijras forment une communauté distincte en Inde, composée de personnes intersexes, transgenres ou assignées hommes à la naissance, mais vivant en tant que femmes. À la fin du 19e siècle, les hijras jouaient un rôle important dans la société indienne, notamment en tant que danseurs, chanteurs, lors des mariages et des naissances. Ils étaient souvent ainsi invités à ces événements pour apporter la prospérité et éloigner le mauvais œil. Leur bénédiction était particulièrement recherchée après la naissance d'un enfant. Vivant généralement en communauté fermée sous la direction d'un gourou, ils gagnaient leur vie grâce aux aumônes, à leurs performances et aux cérémonies religieuses. Mais certains travaillaient aussi dans la prostitution. Bien que marginalisés sous la colonisation de l'Empire britannique, les hijras ont continué à exister en tant que communauté culturelle et sociale distincte. Aujourd'hui, ils bénéficient d'une reconnaissance légale en Inde en tant que troisième genre. Jenny June s'intéressait également aux Indiens d'Amérique. Il savait que chez de nombreuses nations autochtones d'Amérique, il existait des personnes reconnues comme appartenant à un troisième genre et qu'elles étaient considérées comme ayant en elles deux esprits. Au XIXe siècle, chez les Amérindiens, les personnes deux esprits étaient respectées et jouaient souvent un rôle spirituel, social et cérémonial important dans leur communauté. Elles étaient alors chamanes, guérisseuses ou conseillères spirituelles. Dans certaines tribus, les deux esprits pouvaient aussi être chefs de guerre ou chasseurs selon leurs capacités et préférences personnelles. Beaucoup des peuples autochtones ont perdu ces traditions sous la pression des missionnaires. Aussi, il faut bien comprendre que dans plusieurs cultures, le terme d'androgynie est perçu comme un signe de supériorité spirituelle. Dans l'hindouisme, Shiva Ardhanarishvara est une divinité androgyne moitié homme, Shiva, moitié femme, Parvati, symbolisant l'union parfaite des principes masculins et féminins. Aussi dans la Grèce antique, le courant religieux appelé orphisme croyait en l'immortalité de l'âme, en la réincarnation, appelée métempsychose, mais associait également l'androgynie à la perfection originelle et à la fusion des opposés. L'orphisme voyait dans le premier dieu, appelé Phanès, une entité créatrice androgyne qui avait engendré l'univers. Aussi en Chine, le yin et le yang, symbole fondamental du taoïsme, représentent l'équilibre des énergies masculines et féminines. Enfin, dans l'alchimie médiévale, l'androgyne hermétique, appelé rébis, symbolise l'aboutissement du grand œuvre, l'union parfaite de l'esprit et de la matière. Mais revenons, si vous le voulez bien, à Jenny June. Même s'il était de plus en plus tenté d'assumer son identité, il n'en demeurait pas moins qu'il était plein de remords après ses escapades nocturnes. D'autant que durant ses premières années, un spécialiste des maladies vénériennes qu'il fréquentera lui déclarera que seuls les remèdes à son mal étaient la castration ou le mariage. Dépité, il consultera alors un aliéniste qui tentera de le soigner à grand renfort de médicaments, de stimulation électrique et d'hypnose. Malheureusement, après plusieurs mois de ce traitement intensif et abrutissant, en dehors du fait qu'il était sorti totalement épuisé, ses désirs amoureux n'en demeuraient pas moins toujours là. Il demandera alors à subir une castration, mais sa demande sera d'abord refusée. Le médecin consulté arguera qu'il pourrait regretter plus tard cette décision. Finalement, il sera opéré à l'âge de 28 ans, aux alentours, semble-t-il, de l'année 1895. Par cette opération, qui consistait en l'ablation de ses testicules, il visait à éliminer ses désirs et à s'approcher encore davantage d'une identité féminine. Il pensait qu'une telle opération diminuerait notamment sa pilosité. Jenny June semble avoir fait ce choix volontairement, dans la mesure où il ne voyait aucune autre option pour exister en accord avec son identité. Il avait l'impression que ce qu'il appelait son anormalité, bien qu'il se considérait comme un enfant de la nature, allait lui pourrir l'existence, que jamais il ne pourrait exercer la profession de son choix ni avoir de projet futur. Du reste, durant sa jeunesse et durant toute sa carrière de fée, il sera hanté par des pensées suicidaires et des fantasmes d'extrême violence à son égard. Il vivait également très mal ses deux aspirations profondes, comme je vous l'ai dit, d'un côté la religion et de l'autre sa nature profonde. Ainsi, il avait noté dans son journal que deux voies s'étaient ouvertes à lui. L'une d'une gratification sensuelle faite de fausseté, d'hypocrisie et de déshonneur. L'autre une voie pour bénir les pauvres et les affligés, un destin de bonheur, dira-t-il, et d'honneur retrouvé. Malheureusement, c'est la première voie qu'il choisira, et il cumulera durant sa carrière de fée plus de 800 partenaires différents.
Durant ses sorties nocturnes dans les lieux malfamés de New York, il se faisait aussi régulièrement détrousser, car à l'époque les homosexuels étaient arrêtés par la police. Il n'était donc pas rare que des individus le menaçaient de le dénoncer s'il ne leur donnait pas en échange $1 ou plusieurs dollars. Pire encore, il se faisait violemment agresser. Mais en dépit des risques qu'il encourait, il ne pouvait pourtant pas s'empêcher de fréquenter ces quartiers dangereux. Il était tellement désireux de trouver l'amour et d'être aimé par des hommes qu'en échange, il leur donnait même de l'argent et des cadeaux. Durant 12 ans, il cherchera ainsi constamment la compagnie d'hommes, d'abord dans certains quartiers de New York, puis dans les bases militaires. Comme il le dira dans son autobiographie, il aimait les hommes virils et son idéal était les soldats et les marins. Son objectif en fréquentant de tels endroits était de se sentir exister en tant que femme et de pouvoir exprimer librement son identité féminine. Toutefois, il ne voulait en aucun cas vivre exclusivement de cette manière. Il avait besoin de rester en retrait et de poser une limite. Il dira qu'il savait que dans certains bars de la haute société, des hommes exerçaient le métier de prostituée et menaient ce qu'il appelait une carrière de fille de joie, mais que lui voulait donner la priorité à ses plus nobles aspirations, comme notamment ses études. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il sera contraint malgré lui d'arrêter ses études universitaires. Comme je vous l'ai dit, Jenny June avait consulté de nombreux médecins dans l'espoir de guérir son inversion. Or, l'un d'eux avait comme ami le président de l'université que Jenny June fréquentait. Et malheureusement pour ce dernier, sans aucune forme de procès, il le renverra. Ce sera un terrible choc pour lui. À ce moment-là, il n'eut pas le courage de retourner dans son village auprès de ses parents, à plus forte raison que son père l'avait dans le collimateur depuis que June avait été arrêté quelque temps plus tôt pour avoir fait des avances à un soldat. Jenny June restera donc à New York et après plusieurs semaines de recherche, il ne trouvera aucun emploi car il n'avait aucune référence à inscrire dans son CV. De plus, il n'obtiendra pas le soutien de ses professeurs qui, alors qu'il était étudiant, l'avaient apprécié. L'un d'eux lui dira même cruellement « Connaissant votre nature, je ne peux vous recommander pour aucun poste. » L'autre lui dira froidement « Vous devez comprendre que vous êtes un paria de la société. » Jenny June écrira alors dans son journal « Tout espoir et tout courage pour lutter contre le monde avaient disparu. » Il retournera donc dans le quartier new-yorkais de Bowery. C'est là qu'il pouvait trouver un refuge pour seulement 15 cents. Il se disait qu'il était désormais condamné à vivre en paria et que c'est malgré lui qu'il devait maintenant exercer sa carrière de manière lucrative. Et la seule consolation qu'il voyait dans ce coup du sort est qu'il pourrait au moins afficher partout sa féminité. Malheureusement, de nombreuses fois, il se fera agresser, voler et battre. Très souvent, il devait s'enfuir, supplier et parfois payer $1, voire plus, à ses maîtres chanteurs. Pour information, $1 à l'époque équivaut aujourd'hui à environ 30 €. De plus, il était régulièrement sexuellement agressé, ce qui l'emmènera même plusieurs fois à être hospitalisé. Constamment aussi, il vivait dans la crainte d'être reconnu par ses proches. Aussi, très souvent, quand il était pris dans des guet-apens et battu violemment, personne ne venait à son secours. Il déplore dans son journal combien le monde restait insensible à son chagrin, tout comme le monde restait parfaitement insensible à ses semblables qui étaient poussés au suicide. Quelques années plus tard, il pourra heureusement sortir de sa condition misérable en devenant le secrétaire particulier d'un millionnaire septuagénaire qui vivait en banlieue de New York. Et lors, ce n'est qu'occasionnellement qu'il se rendait dans ce qu'il appelait les bidonvilles. Il dira que mener cette double vie à l'époque était plus forte que lui. Il se décrit lui-même comme étant drogué et déplore surtout le fait que l'androgyne doive sans arrêt courir le risque d'être agressé, volé et emprisonné. Il estime que c'est à cause de l'incompréhension de la société et de ses préjugés qu'il a été contraint de courir le risque de fréquenter les bas-fonds de la ville. L'humanité ostracisait son mode de vie, alors que son vœu le plus cher aurait été de vivre avec un seul compagnon, un mari, mais que cela était impossible parce que le monde entier condamnait cela. Avec son employeur, il voyageait en Europe. Mais au bout de 2 ans, nouveau coup du sort. Il sera contraint de démissionner car un chauffeur de camion qui livrait fréquemment des marchandises à son employeur l'avait reconnu et dénoncé.
Jenny June retournera donc à ses anciennes habitudes et au quartier infréquentable de la grande ville. Il attrapera aussi la syphilis, mais cela ne l'empêchera pas, pour autant, de fréquenter assidûment les réserves de soldats. Il se disait profondément attaché aux soldats, les aimant davantage d'un amour chaste que sensuel. Aussi, il les retrouvait dans leur fort, aimait leur chanter des chansons, il leur envoyait aussi des lettres d'amour, des poèmes et des cadeaux, et appréciait le fait que ces derniers le taquinent, le cajolent et blaguent avec lui. Mais si certains militaires appréciaient sa compagnie, bien qu'en lisant entre les lignes de son livre on comprend combien ces derniers l'exploitaient, d'autres le considéraient comme un paria, un dégénéré, et cherchaient à lui faire la peau. Un jour, il se fera violemment battre dans l'une des réserves qu'il fréquentait par plusieurs militaires. Cette fois-là, ses ennemis s'étaient tellement acharnés sur lui qu'il avait cru mourir. Pourtant, malheureusement pour lui, aucune cour martiale n'accepta de défendre son cas. C'est ainsi que sa carrière s'est arrêtée et que son autobiographie est parue. Jenny June attrapera aussi la syphilis, comme je l'ai dit, le laissant dans un triste état. Il développera également plusieurs chancres au niveau de sa langue. Il avait même l'impression, dira-t-il, de pourrir à cause de cette maladie. Comme vous le savez, sans doute la syphilis est une infection bactérienne. Ses symptômes sont variés. On l'appelait même autrefois la grande imitatrice, car ses symptômes ressemblent à ceux d'autres maladies. Dans la syphilis, les malades développent des chancres et des éruptions cutanées. Ils éprouvent de la fièvre, de la fatigue et parfois aussi des douleurs articulaires. Aussi, après entre 10 et 30 ans après l'infection, il peut y avoir des atteintes neurologiques graves comme des troubles de la mémoire, une paralysie progressive et des troubles psychiatriques. Concernant Jenny June, parfois sa langue enflait et entraînait des difficultés d'élocution. Ses ganglions du visage et du cou gonflaient également et il souffrira aussi régulièrement de paralysie. Il raconte que c'est à l'âge de 32 ans que sa carrière de fée s'est arrêtée. Il estimait alors n'avoir plus l'âge pour continuer de vivre ainsi et il s'installera alors dans une petite ville. Toutefois, il continuera de fréquenter des hommes plus jeunes que lui, âgés d'environ une vingtaine d'années, avec lesquels il entretenait des relations sur la durée. Dans la dernière partie de son autobiographie, il dira, avec clairement du déni, que malgré la vie qu'il avait menée, il avait toujours été guidé par des actes moraux et religieux. Là, il ne prend pas du tout en compte le fait qu'il a dû contaminer pas mal de personnes avec la syphilis. Et qu'hormis ses délits sexuels, sa vie avait toujours été exempte de toute offense. À 45 ans, il se considérait maintenant comme libéré de sa vie sexuelle et libéré de son isolement qui l'avait empêché de tirer le meilleur parti de ses facultés. Il raconte aussi que longtemps il a été tenté d'en vouloir à Dieu de l'avoir créé selon ses mots dégénéré et universellement méprisé et haï pour des actes et des penchants dont il ne se jugeait pas responsable. Il concluait son ouvrage disant qu'il espérait que la publication de son récit permette une meilleure compréhension de l'androgynie par les scientifiques et les législateurs et souhaitait que la société réserve également un traitement bienveillant envers ceux qui sont nés avec ce qu'il considère être une malédiction. Enfin, son autobiographie se termine avec 2 annexes ou appendices. La première annexe a été écrite par un collègue de travail. Celui-ci dresse un portrait de l'auteur, le décrivant comme une personne très féminine et très pieuse. Il dira que la plus grande joie et la priorité de l'auteur était d'aller à la messe. Son collègue insiste aussi sur la candeur et la gentillesse du personnage, disant combien l'auteur donnait l'impression de s'excuser d'exister. Puis dans son 2e appendice, l'auteur reprend la parole pour parler d'Oscar Wilde et de ses positions concernant son homosexualité. Il se montre là très critique envers l'écrivain britannique. Personnellement, j'aime beaucoup Oscar Wilde, j'apprécie son écriture, la finesse de sa pensée et son humour, particulièrement brillant et mordant. Comme vous le savez, il a su mieux que quiconque jouer avec les contradictions et détourner les valeurs établies. Mais comme vous le savez très certainement aussi, sa vie a été marquée par la gloire, mais aussi elle a été marquée par la souffrance et la déchéance en raison de son homosexualité. À ce propos, pour ceux qui apprécient cet écrivain, je vous conseille tout particulièrement de lire le livre très touchant que lui a dédié son fils Vivian Holland. Comme vous le savez, Oscar Wilde sera accusé de perversion et sera jugé en 1895, puis condamné pour indécence grave à 2 ans de travaux forcés. Il sortira de ces 2 années brisé aussi bien physiquement que psychologiquement. Après sa libération, il s'exilera en France sous le nom de Sébastien Melmoth. Il ne retournera jamais en Angleterre et vivra dans la pauvreté, dépendant de la générosité d'amis et d'anciens admirateurs.
Sa réputation ruinée, il passera ses dernières années à Paris, vivant dans des hôtels bon marché. Il sombrera alors dans l'alcoolisme et la dépression. Atteint de méningite, il mourra dans la misère en 1900 à l'âge de seulement 46 ans. Aussi, ce que ne mentionne pas Jenny June, c'est que peu avant sa mort, Oscar Wilde se convertira au catholicisme et le 30 novembre, alors qu'il était mourant à l'hôtel d'Alsace à Paris, un prêtre catholique, l'abbé Cuthbert June, lui administrera l'extrême onction. L'idée du pardon et de la rédemption est du reste très présente dans l'un de ses derniers écrits, rédigé en prison, De Profundis. Dans ce texte, Wilde voit en Dieu une force qui agit à travers la souffrance, l'amour et la beauté. Dans De Profundis, il admettra également qu'il vivra la prison comme une leçon d'humilité et de sagesse spirituelle. Quoi qu'il en soit, jusqu'au bout, Oscar Wilde ne perdra jamais son humour, puisqu'on raconte qu'il aurait dit sur son lit de mort dans l'hôtel miteux parisien où il séjournait et où le papier peint était réputé particulièrement affreux: « Mon papier peint et moi, nous livrons un duel à la mort. L'un de nous doit disparaître. » Bien qu'Oscar Wilde ait été marié à la ravissante Constance Lloyd, liaison de laquelle naîtront 2 garçons, Oscar Wilde fréquentait des endroits discrets où les homosexuels pouvaient se retrouver. Son amant le plus célèbre, Lord Alfred Douglas, l'aurait même introduit dans ces milieux, fréquentés également par des hommes prostitués. Quoi qu'il en soit, dans son annexe, Jenny June parle de Wilde pour s'en distancier et reproche à l'auteur britannique son manque d'engagement chrétien et d'avoir toujours tourné le dos à l'Église. Il l'accuse également de s'être vanté de n'avoir aucune morale et le juge fortement blâmable pour avoir affiché au vu de tous son homosexualité. Jenny June, dans son annexe, affirme que Wilde, en raison de son rang et de ses écrits, aurait eu sur la morale britannique l'influence la plus pernicieuse du XIXe siècle. Comme vous le voyez, Jenny June a vécu entre 2 aspirations profondes, celle de servir Dieu comme missionnaire et celle d'exister pleinement dans son identité féminine. Sans cesse dans son livre, il souligne l'injustice dont il a été la cible, demandant à ce que le monde se montre plus compréhensif envers les personnes androgynes qui sont des enfants de Dieu qui n'ont pas choisi d'être ainsi, et que par conséquent, ils ne doivent pas être considérés comme des êtres vils et haïssables. Bien évidemment, son regard critique sur Oscar Wilde reflète les tensions de son époque, où même au sein des communautés marginalisées, les visions du bien et du mal pouvaient diverger. Toutefois, en condamnant l'écrivain britannique, Jenny June adopte à son tour le rôle de l'accusateur, un rôle que l'histoire lui avait pourtant imposé toute sa vie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de mon côté, je ne me suis jamais posé de questions de genre. Est-ce que je me suis sentie plus garçon, plus fille? Jamais je me suis posé ces questions. Quoi qu'il en soit, chacun est comme il est, avec son propre chemin à parcourir. Il me semble toutefois que plus on se pose de questions sur soi-même, plus on risque de se perdre. Parfois, il suffit simplement d'avancer. Bien évidemment, il est beaucoup plus facile de mettre un pied devant l'autre quand les esprits sont ouverts. Si une petite fille aime les voitures et qu'un garçon préfère les poupées, alors tant mieux. Il n'y a pas de règle. Mais je pense que l'important n'est pas là. Que l'on se sente fille, garçon, ou les deux, ou aucun des deux, si on ne se pose comme moi même pas la question, peu importe. Ce qui compte, c'est de ne pas juger et surtout de ne pas se laisser enfermer dans une case. Que vous le vouliez ou non, appartenir à l'un des 70 genres est encore malheureusement s'enfermer dans une case et une cage. Franchement, c'est terrible. Après tout, si chacun regardait moins son nombril et cherchait une meilleure compréhension d'autrui, si on offrait en premier son amitié plutôt que son jugement, le monde s'en porterait bien mieux. Voilà, ainsi se termine ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, et on se retrouve très vite.